Donc effectivement, on va rentrer dans cette deuxième partie de la journée de restitution du projet national ARSCOP. Et donc cet après-midi, on aura 3 grands temps forts. Un premier temps fort dédié à l'aspect normalisation et la vision internationale. Un second temps fort dédié à l'application des essais pressiométriques à la conception des ouvrages géotechniques. Et puis une dernière partie de conclusion. Voilà. Et en toute impolitesse, je vais commencer par prendre la parole pour vous parler de l'aspect normalisation sur les essais d'expansion en forage en France et en Europe. Et je présenterai avec Jean-Pierre Beau également de l'entreprise Eurogéo. Voilà. Donc effectivement, l'idée est de rappeler ici l'organisation normative au début du projet national ARSCOP, il y a bientôt 10 ans, de montrer quels sont les apports du PN, en particulier par rapport à un sujet que développera Jean-Pierre Beau concernant la mise en place de la sonde. Et puis ensuite, je parlerai des évolutions qui ont eu lieu depuis le début du projet national ARSCOP pour arriver à l'organisation actuelle. Et puis pour ouvrir le sujet, nous pourrons évoquer les évolutions à venir. Voilà, donc si on remonte un peu un chronogramme avec les principales dates, certaines dates ont déjà été présentées. Donc en 1955 exactement, le brevet d'invention du pressiomètre. Et puis après, du point de vue de la normalisation, on a vu effectivement le développement progressif d'un certain nombre d'éléments pour encadrer la réalisation de l'essai pressiométrique, et notamment de l'essai pressiométrique Ménard, avec d'abord des protocoles d'essai prénormatifs, notamment la notice D10 établie par Ménard lui-même, mais aussi un mode opératoire LCPC au début des années 1970. Et puis après, c'est la normalisation française qui s'est emparée du sujet, avec une première norme française, NFP 9410 en 1991, une révision de cette même norme en 2000, avec un changement léger de la numérotation, et puis également l'adjonction d'une norme complémentaire expérimentale 9410-2 en 99 pour gérer les essais avec des cycles ou des boucles de déchargement-chargement supplémentaires. Voilà, je passe sous silence les autres normes dans d'autres pays étrangers pour me concentrer ici sur l'expérience européenne. Et donc effectivement, dans les années 2000 et 2005, on voit arriver la publication des différents Eurocodes, règlements de normes de calcul des structures, et en particulier l'Eurocode 7, la partie 7 de l'Eurocode, qui traite du calcul géotechnique. Et pour accompagner ces règles de calcul, il y a un besoin de normes spécifiques dédiées aux essais, et c'est ce qui va initier le développement de normes européennes qui résonnent avec les Eurocodes pour traiter des essais géotechniques et quelque part fournir des éléments d'entrée, des paramètres à mettre en œuvre ensuite dans les calculs géotechniques. Et donc suite à ça, on se retrouve en 2015 avec la publication d'une norme relative à l'essai pressiométrique Ménard. Cette norme-là, elle porte le numéro 22476, c'est la -4, la partie 4 de cette série. C'est une norme qui est aussi bien européenne qu'internationale, c'est pour ça qu'elle a un peu un nom à rallonge, EN pour européen, ISO parce qu'international, et puis comme on l'a transposé au français et qu'on l'utilise en France, ça devient une norme NF ISO 22476-4. Et donc, suite à la publication de cette norme, la norme française qui traitait du même sujet est abrogée, et ça correspond peu ou prou au démarrage du projet national ARSCOP. Voilà. Donc aujourd'hui, si on essaye de regarder les différentes normes relatives à l'essai pressiométrique, certes, il y a cette norme dédiée à l'essai pressiométrique Ménard, mais il y a également d'autres normes relatives aux essais d'expansion en forage qui ont été rédigées. Ces normes-là, initialement, donc, elles ont bien été établies pour accompagner l'Eurocode 7, mais il s'avère qu'après, au gré d'accord, ces normes-là sont reprises par d'autres instances de normalisation, en particulier l'ISO, ce qui permet de donner une portée véritablement internationale et non pas seulement européenne à ces différentes normes. Aujourd'hui, à ce niveau, on a 4 documents différents qui vont permettre de traiter différentes techniques de mise en place de la sonde et la spécificité, en tout cas au début du projet, une norme -5 pour traiter la spécificité des essais réalisés dans le rocher avec un matériel qu'on va appeler dilatomètre. Donc, au début du projet, ces 4 normes-là, la partie 4 pour l'essai pressiométrique Ménard, la partie 5 pour l'essai diatométrique, la partie 6 pour l'essai pressiométrique autoforé et la partie 8 pour l'essai pressiométrique refoulant. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un certain nombre d'essais. Aussi, l'idée, c'est d'avoir
une partie 4 qui est dédiée à la pratique, on va dire, courante française pour le dire, qui fait qu'au total, on a 4 parties qui sont assez nombreuses. Voilà. Et donc, on replace ces normes d'essais d'expansion en forage parmi les différents essais mécaniques in situ qui vont accompagner l'Eurocode 7. On se retrouve avec cet ensemble de normes assez important. Et on retrouve ici entouré en rouge nos différentes normes relatives aux essais d'expansion en forage. Donc là, ce que je présente, c'est la situation au début du projet national ARSCOP, avec une situation qui évolue. On voit ici qu'il est également entouré une norme particulière relative à l'essai de cisaillement en forage, on va dire l'essai phycométrique en France, qui est l'objet de la tirée 16, où on a un peu d'expansion dans le protocole d'essai. Voilà, alors bien sûr, je commente rapidement. On va retrouver ici, bien sûr, d'autres essais in situ très importants. Évidemment, comme le CPT à pointe électrique qui va occuper la partie 1, comme le pénétromètre dynamique, comme les essais OSPT, etc., etc. Voilà. Et cet ensemble de reconnaissance, cet ensemble d'essais in situ mécaniques va s'inscrire dans un corpus plus important de normes d'essais européennes et ISO qui vont permettre de traiter les différents sujets qu'on va regarder en géotechnique. On va avoir des éléments d'abord d'identification et de classification, c'est les panels de normes qui sont présentés ici. On va avoir des éléments, des normes qui vont traiter du prélèvement des sols et des roches, et on va avoir des normes qui vont permettre de traiter d'autres sujets comme les essais in situ, les essais sur les structures géotechniques, et également un sujet important en géotechnique, l'instrumentation. Et on retrouve ici notre panel de normes d'essais mécaniques in situ avec la série 22476-1 à 16 aujourd'hui. Voilà. Et donc, quand on regarde maintenant, si on revient aux normes d'expansion en forage, ce qu'il est important peut-être de dire sur cette série 22416 utilisée pour les essais d'expansion en forage, c'est qu'on a différents niveaux de directivité. Et c'est normal, elles ont été conçues comme ça. D'un côté, on a la norme -4 pour l'essai pressiométrique Ménard, ça veut dire vraiment un certain nombre de choses, c'est un certain matériel, un programme de chargement donné et des méthodes d'interprétation et donc des paramètres dérivés qui sont fixés. Ça permettra d'utiliser les paramètres dérivés ensuite dans des méthodes directes. Et cette norme-là, elle va se distinguer des autres normes qui sont beaucoup plus ouvertes parce qu'elles vont permettre de traiter ou de tenir compte d'approches qui sont moins associées à des méthodes directes et qui donc sont plus adaptées au cas par cas. Et c'est là qu'on va retrouver les parties 5, 6 et 8 relatives aux essais dilatométriques, aux essais pressiométriques autoforés et les essais pressiométriques refoulants. Et donc le fait que ces méthodes soient plus ouvertes fait que, de façon concrète, on ne va pas retrouver ici les paramètres à dériver et les méthodes associées pour dériver les paramètres, qu'on fixera finalement en fonction de ce dont on a besoin. Et là, il y avait juste un divulgachage de ce qui sera dit plus tard, c'est que au début du projet national, cette partie 5 était dédiée à l'essai dilatométrique, et puis ça va évoluer effectivement, mais j'y reviendrai. Voilà. Et donc, quand on regarde par exemple le contenu de la norme 22416-4, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un certain nombre dans le document de recommandations pour un certain nombre de sujets, mais également, surtout de façon plus lourde, de spécifications pour certains sujets, et notamment par rapport au protocole de chargement et également par rapport au calcul normatif. Voilà. Et sur ce, je laisse la parole à Jean-Pierre. Je vais reprendre sur la diapo sur laquelle était Julien. C'est-à-dire, ça, c'est l'état de ce qu'était la norme pressiométrique en 2015, donc au démarrage du projet ARSCOP, et à l'issue de cette norme 2015, qui était celle qui avait été initiée, dont le convener, comme on dit dans les instances internationales, était Michel Gambin, qui avait quand même été déjà publié en anglais dès 2008 ou 2009, je crois. On a mis un petit peu de temps pour la retraduire en français. Et donc l'état de l'art du pressiomètre, c'est les deux petits dessins sont dus à Philippe Refsteck, à sa plume experte. Il vous les a passés très rapidement ce matin, parce qu'il était pressé. C'est deux actions pour faire du pressiomètre. En pré-forage. Premièrement, faire un forage. Deuxièmement, faire les essais.
et passer le moins de temps possible entre la période du forage et la période de l'essai, de façon à ne pas laisser le sol se décomprimer. On verra qu'il y a aussi d'autres moyens d'empêcher le sol de se décomprimer. Voilà. Donc dans cette norme, on est toujours dans la norme édition 2015. Un des moyens pour limiter le temps entre le forage et l'essai, c'est de limiter la longueur des passes. Donc à cette époque-là, on avait passé beaucoup de temps, sur la base des normes antérieures, à différencier, suivant les sols et suivant les méthodes de forage, combien de temps, quelle longueur de passe on devait pratiquer, avec l'idée évidemment que les sols sensibles, c'est quasiment 1 mètre un essai, les sols moins sensibles, c'est 2 ou 3 mètres, et les sols, on va dire insensibles, c'est-à-dire les roches altérées ou les sols très indurés, ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Ce n'est pas une obligation d'aller à 5 mètres non plus. Hein. De toute façon, plus la place est courte, plus on a de chances que l'essai soit réussi. Le deuxième élément pour la qualité des essais, c'est ce tableau qui s'appelle C2 dans cette norme-là et qui s'appelle toujours C2 dans la norme actuelle, qui est un tableau qui existe depuis longtemps. Il était déjà, de façon plus ou moins embryonnaire, d'ailleurs on l'a vu dans les slides, dans des diapos ce matin, dans le mode opératoire LCPC 1971. C'est un tableau avec 11 entrées, 11 colonnes méthode de forage, et je crois 12 types de sols qui ont été différenciés à ce moment-là. Donc 11 par 12, ça fait 132 cas de figure auxquels on a attribué. Alors, dans les normes antérieures, on avait, dans la norme française notamment, on avait beaucoup d'interdictions. On avait toléré, non acceptable, et si on regardait bien la norme de 2000, il n'y avait pas beaucoup de méthodes recommandées finalement. Là, sur une idée de M. Clive Dalton, qui était le promoteur du pressiomètre autoforeur, mais qui a joué un rôle important dans la norme, d'abord parce qu'il est britannique et qu'il nous relisait les textes en anglais, c'est lui qui a eu l'idée de mettre les étoiles, de dire, plutôt que de dire ce qui est interdit, on va déjà mettre en avant ce qui est recommandé. Donc ce qui est recommandé, c'est 3 étoiles, en vert foncé. La norme, elle est en noir et blanc, hein. Donc c'est moi qui l'ai mis en couleur. Ce qui est approprié, c'est avec 2 étoiles. Avec une étoile, c'est encore acceptable, c'est le jaune. Vous voyez qu'il envahit pas mal le tableau. Et puis ce qui ne marche pas du tout, qui est interdit de faire même, c'est à la fois le brun clair et le rouge. Ce qu'on peut remarquer, c'est que oui, le plus gros pourcentage, c'est, je crois que ça représente 35%, c'est le jaune, acceptable. Le approprié, ça représente, je dis ça de tête, à peu près 20%, et le recommandé, ça ne représente que 15%, 16%, je crois exactement. Bon, on peut choisir dans toutes ces méthodes. L'opérateur doit choisir, mais comme il a été dit ce matin, l'ingénieur connaît la norme, mais l'opérateur qui devrait connaître ce tableau ne le connaît pas. Ça, c'est ce qui se passe toujours en 2015, dans la norme qui s'appelait alors dilatomètre. C'est aussi la première norme européenne. Il y avait des normes dilatomètres en France, en Angleterre, en Allemagne. On a réuni un peu tout le monde, donc il y a une façon de faire des boucles qui est la façon française, je crois que c'est la première, une autre façon de faire des boucles qui est la méthode anglaise que vous voyez bien là, et c'est celle qu'a repris par exemple Alexandre pour les sols, là on est dans les roches. Et puis les méthodes allemandes qui ne font pas beaucoup de boucles, mais qui regardent la courbe de déchargement et qui surtout, quatrième côté, aiment bien voir le fluage de la roche, donc ils font des essais de fluage de longue durée. Comme on l'a dit, le projet ARSCOP commençait en même temps que la norme, cette norme-là était en application. Catherine a montré ce matin que tout le monde ne savait pas encore qu'il fallait l'appliquer. Donc on est parti dans différentes directions. La première, la flèche vers le haut qui va vers le ah, vous n'avez pas de réveil, vous, donc moi j'ai un petit réveil. C'est tous les essais comparatifs.
Les autres tentatives, c'est les tentatives de changer le protocole Ménard ou de l'améliorer. C'est un peu ce qu'a expliqué Philippe ce matin. Et puis, ensuite, c'est la partie 2 d'Arscope, et voir les nouvelles méthodes d'interprétation des essais. Donc, en cours de projet Arscope, on avait les essais comparatifs. Nous avons provoqué plusieurs réunions dans le cadre du groupe miroir de la CNREG, qui, normalement, donne un peu la directive aux experts français, donc qui étaient Julien, moi-même et Michel Rispal, représentant la France dans la norme internationale, mais il y a aussi d'autres personnes. On avait Marcos Arroyo, par exemple. On a distribué à tout le monde le tableau C2, vierge, en demandant qu'est-ce que vous mettriez comme étoile dans les différentes méthodes. On a eu 18 réponses, ça peut paraître beaucoup, mais moi j'en espérais plus, vu le nombre de boîtes de géotechnique qu'il y a en France. Et là j'ai un classement par numéro, parce que nous avons donné 3 points pour 3 étoiles, 2 points et 1 point, et 0 pour les 2 autres méthodes. Et on voit que 4 méthodes se détachent comme étant relativement bonnes. J'ai mis en bas le score, c'est-à-dire le nombre de points qu'obtient chaque méthode. Il y a 4 méthodes qui sont assez recommandées et dans la plupart des cas, donc on est un peu plus positif que l'ancienne norme. C'est ODG, c'est outils destructifs. J'ai traduit en français parce que même dans la norme, aujourd'hui, NF, nous avons les abréviations anglaises. ODG. Outils destructifs avec bout, tarière à main, cher à Philippe, rotopercussion avec injection de boue, et tube fendu autoforêt, c'est la méthode Staff mise au point par Apageo. Et puis 3 méthodes qui sont moins recommandables, qui ne sont pas utilisables dans tous les sols. 3 ou plutôt 5 méthodes qui ne sont pas utilisables dans tous les sols, et puis des méthodes anecdotiques, on va dire. La traduction de l'enquête française, évidemment, tous les participants à l'enquête française auraient voulu que ça passe directement dans la norme. Il ne faut pas oublier que dans la norme, nous avons d'autres collègues, comme Marcos Arroyos, mais comme des collègues portugais également, qui étaient très férus dilatomètres, par exemple, des collègues britanniques, qui ne l'entendent pas forcément de cette oreille, et une norme, c'est toujours un compromis. Donc, le compromis auquel nous sommes arrivés tous ensemble, sous la houlette de Julien, c'est le suivant. Donc, vous avez 3 méthodes, on va dire, qui ont un score important en nombre d'étoiles. C'est toujours outils destructifs à la boue, rotopercussion à la boue, je dirais que c'est presque pareil, hein. Et puis tube fendu autoforêt. Il y a 3 méthodes qui sont utilisables. Alors celles-là sont utilisables presque dans tous les cas de figure de sol. Il y a 3 méthodes qui sont moins fréquemment utilisées. C'est la tarière à main, bon, qui est très bonne, la tarière à main, mais il faut dire que sur les chantiers, elle est quand même peu utilisée, sauf peut-être dans des 2-3 mètres de surface. La tarière hélicoïdale continue. Et le carottier en rotation, qui n'est pas beaucoup utilisé en France, mais nous avons certains collègues, comme par exemple Robert Heinz au Luxembourg, qui l'utilisent assez fréquemment. Mais il a plutôt des sols indurés et des roches tendres. Et puis, toujours les méthodes anecdotiques sur lesquelles je ne passe pas beaucoup de temps. Pour revenir sur le tableau sur lequel était Julien tout à l'heure, maintenant, nous sommes à 5 ans après ou 6 ans après, nous avons publication des nouvelles normes européennes. Il n'y a pas de modification sur l'essai pressiométrique autoforé et l'essai pressiométrique refoulant, c'est-à-dire que nous ne les avons pas révisées, elles sont telles qu'elles ont été écrites, notamment le pressiomètre autoforeur écrit beaucoup par Philippe Revstec et Feu Clive Dalton. Elles n'ont pas changé depuis, on n'a pas désiré les changer. Le pressiomètre Ménard 476-4
ben, c'est lui qui a le plus changé, c'est ce que je viens de vous montrer. Et puis la plus grosse nouveauté, c'est l'abandon du terme dilatomètre. Il faut dire aussi que ce qui nous a favorisé, c'est que, premièrement, on considère qu'un dilatomètre, c'est une expansion en forage, donc c'est un pressiomètre. Et puis deuxièmement, il y a la préemption du terme dilatomètre par la société de Marchetti, qui n'est en réalité pas un dilatomètre, mais quelqu'un m'a dit, je crois, on peut appeler ça un piston ou un piston à deux positions. Et ce qui fait qu'il y a confusion sur le plan international. Quand on parle de dilatomètre, on ne sait pas si on parle de cette sonde-là, qui est foncée, ou du dilatomètre. Donc le dilatomètre est un pressiomètre. Et c'est dans cette norme-là, -5, qu'on a le plus de latitude pour faire ce qu'on veut, c'est-à-dire par exemple faire les essais cycliques qu'a présenté Alexandre ce matin, ou bien faire des essais haute pression, puisque dans la norme -4, à la suite d'une forte pression, on va dire, à la fois du Comité français de mécanique des roches et qui ne désirait pas qu'on fasse de pressiomètre haute pression dans ces roches, C entre guillemets, et pression également de la profession qui voulait limiter les essais à 80 bars pour une raison, 8 mégapascales, pardon, pour une raison qui m'échappe. Donc, si vous voulez faire des essais haute pression, vous allez dans la -5. Et voilà, là je vais repasser la parole à Julien. Voilà l'état de la norme aujourd'hui. Donc les deux dessins sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que, comme on a dit, le protocole Ménard, il n'a pas changé depuis 60 ans, et c'est plutôt un avantage qu'il n'ait pas changé depuis 60 ans, puisque tout reste comparable à la qualité des forages prêts, qui va plutôt en se dégradant par rapport à il y a 60 ans, bien que les machines soient plus performantes. On a presque les mêmes éléments, sauf que dans la norme -4, l'enregistrement des paramètres de forage n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé. Ça permet d'avoir des belles couleurs bleues, rouges, jaunes en bordure des logs de forage que peut-être pas grand monde ne regarde et que moi je préfère traduire avec un seul paramètre composé à peu près proportionnel à la résistance du sol. Et puis le deuxième élément, c'est l'introduction de pressiomètres type A, type B, type C. C, c'est ce qui a été présenté ce matin, c'est le Géopac ou le Lutz. B, c'est l'enregistrement. Et A, c'est le pressiomètre manuel que certains voudraient quand même conserver. Donc on a les trois dans la norme, avec sans doute, elle n'est pas encore parue, non, l'avant-propos national, Julien, avec sans doute dans l'avant-propos national, une recommandation quand même pour aller vers l'enregistrement, qui est quand même plus facile pour passer les données, surtout des données enregistrées toutes les secondes, par exemple, les passer dans un logiciel. Et je suis allé un peu trop loin dans les diapos, donc je repasse la parole à Julien. Et je vais terminer par effectivement montrer les autres évolutions qui ont été apportées, notamment basées sur les travaux du projet national ARSCOP. Donc si on reste dans la norme -4, l'essai pressiométrique Ménard, donc grâce aux travaux qui ont été menés, il y a une simplification d'un autre tableau important de la norme qui fixe la longueur minimale des passes. Donc la simplification, elle passe d'abord par une réduction du nombre de colonnes avec simplement, dans la nouvelle édition, une seule colonne, comme ceci. Également, sur le sujet de l'interprétation, la première édition était vraiment basée sur l'approche, on va dire, française, très prescriptive. Là, la façon d'interpréter les courbes a été un peu relâchée, en disant que ce qui est important, c'est pas tellement la façon dont on fait les choses, mais l'objectif qui est derrière. Donc en particulier, ce qui est visé, c'est l'obtention de la pression limite pressiométrique Ménard, qui s'obtient très souvent par régression puis extrapolation. Préalablement, les méthodes étaient fixées, alors que selon les essais, d'autres méthodes peuvent être intéressantes. Donc l'idée est de citer différentes méthodes de régression qui peuvent être utilisées et de laisser le choix des méthodes à l'utilisateur qui choisit la méthode en fonction de son efficacité, pas en fonction de est-ce que j'ai la valeur la plus faible, etc. Et puis également, dans cette norme-là, on retrouve un sujet qui a déjà été abordé ce matin, le fait qu'on a différentes formules, différents moyens pour obtenir le module pressiométrique Ménard quand on a une sonde dans un
tubes fendus. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, la norme au niveau international ne se prononce pas sur le sujet, mais il est prévu d'avoir un avant-propos national qui recommandera d'utiliser ce qu'on appelle la formule de Hansbo, qui est une méthode qui permet de tenir compte un peu plus rigoureusement, on va dire, de la présence du tube fendu pour dériver les essais pressiométriques dans un tel cas. Voilà pour la norme -4. On peut également regarder les évolutions de la norme 22416-5, dont l'édition 2 a été publiée en 2023. Cette norme-là qui s'appelle désormais essais pressiométriques en préforage. Donc ça permet de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire dans la norme -4. On a gardé un peu finalement le même principe que la norme précédente, même si le titre a changé, dilatomètre pour devenir pressiomètre en autoforage. On va retrouver notamment le principe qu'on a plusieurs protocoles ou procédures de chargement de référence. Les procédures de chargement de référence, on les retrouve là, on représente l'évolution de la pression en fonction du temps sur ces schémas, mais également on ouvre le sujet et on peut appliquer le chargement en termes de pression ou de déplacement imposé, par palier ou par vitesse de pression ou de chargement imposé. Également, des nouveautés sont apportées concernant l'étalonnage, et on y reviendra juste après, et un certain nombre de commentaires sur les interprétations possibles sont également adjointes. Voilà. Et donc là, on trouve les différents programmes de chargement de référence. La nouveauté, c'est l'ajout d'un programme de chargement avec des cycles. Sinon, on retrouve ici la pratique courante pour les essais dilatométriques au rocher avec des boucles de décharge-recharge. Quand on regarde le résultat de cette chronique temporelle dans un diagramme pression-volume, des boucles qu'on décharge quasiment jusqu'à 0, qu'on va opposer au programme de chargement type dans les sols où on a des boucles qui ont une amplitude limitée. Et là, on retrouve un programme de chargement qui permet de regarder les effets du temps, que ce soit les effets de la dissipation, les dissipations de pression interstitielle autour de la sonde, ou les effets liés au fluage ou à la relaxation, selon le paramètre de contrôle qui est utilisé, pression ou volume. Voilà, ce qui a été beaucoup ajouté, c'est des éléments concernant les étalonnages, parce que comme l'a montré effectivement ce matin Alexandre, on peut avoir avec le matériel pressiométrique des effets qui sont du second ordre pour les valeurs de modules qui sont limitées, mais qui deviennent importants pour des valeurs de modules mesurées qui deviennent conséquentes, en particulier quand on réalise le suivi d'expansion de la sonde au travers du volume à l'intérieur de la sonde. Je précise cela parce que selon les matériels, on peut suivre l'expansion à l'intérieur de la membrane ou à l'extérieur de la membrane si on dispose de capteurs directement au contact du sol, par exemple. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'éléments ont été rajoutés en s'appuyant encore une fois sur certains des travaux ARSCOP pour compléter les étalonnages quand on veut aller caractériser des valeurs de modules importantes. Et donc, ce qu'on a retenu ici, c'est des valeurs de modules de cisaillement supérieures à 200 mégapascales. Voilà. Et puis pour terminer, une dernière diapositive sur les évolutions à venir. Donc aujourd'hui, on a effectivement, selon les sujets qu'on regarde, 4 normes qui vont cohabiter. La norme -4, Ménard, vraiment directive dédiée à la pratique française, et les 3 autres normes. Ce qu'on peut se dire finalement avec un peu de recul, c'est qu'on a cet ensemble d'éléments. Pourquoi? Parce qu'on hérite de l'historique avec un essai Ménard, un essai dilatométrique, etc. Et on a encore 2 autres normes pour traiter de l'autoforage ou du fonçage. Mais finalement, forage préalable, autoforage ou fonçage, c'est juste une question de mise en œuvre de la sonde. Et si maintenant on s'intéresse aux procédures de chargement, on va avoir beaucoup de points communs. Et donc, peut-être qu'il y a 2 constats à faire par rapport à ça, c'est que du point de vue de la lisibilité, le fait d'avoir 4 normes rend les choses peut-être plus difficiles à analyser et aussi rend les choses plus complexe, et donc on peut se poser la question si à terme on ne pourrait pas rassembler, quelle que soit la méthode de forage, les différentes normes en insistant plus sur leurs points communs que sur leurs divergences. Voilà, et puis il y a un autre sujet peut-être qu'on peut se poser pour terminer, c'est que certains types d'essais sont assortis de beaucoup de méthodes de corrélation, et c'est un choix qui n'a jamais été retenu pour l'essai pressiométrique Ménard et les autres essais pressiométriques, puisqu'on a toujours considéré qu'on mesurait directement les paramètres et qu'on n'avait pas besoin de ces corrélations. C'est le choix actuel qui a été fait et c'est quelque chose qui peut être encore discuté. Je vous remercie pour votre attention.